The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The human postponer. They were the master of one phrase. I'll circle back on that. But 3 months later, you were the one doing all their work and wondering how big that circle is. But LinkedIn Hiring Pro can take the hiring load off your plate by automating the hiring busy work from the initial job post to scheduling interviews. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Salut tout le monde, en fait tout le monde, salut chères personnes abonnées, c'est le 26e épisode spécial pour vous. Donc merci d'abord là, encore une fois pour le soutien, c'est vraiment le fun. Ça a recommencé un petit peu les 3 derniers mois, ça avait ralenti les 3 derniers mois, il y a plusieurs personnes qui se sont abonnées au podcast, c'est vraiment apprécié. Donc aujourd'hui je réponds à 4 questions, donc à 4 personnes. La première c'est, je pense que c'est 5 questions mais 4 personnes, bref, on va voir. Première question c'est celle de Robert, donc je vous la lis. Bon samedi matin, j'en suis à lire le livre La retraite à 40 ans de Jean-Sébastien Pilote. Merci pour la suggestion. Tout comme toi, j'aime beaucoup ce livre-là. Tu m'accompagnes régulièrement au gym ou quand je cuisine à la maison. Ton podcast est de loin mon préféré. Donc, merci Robert. Je sais pas trop pourquoi, mais ce que je préfère, c'est l'impact que tu as sur moi. Je sais pas si on te considère comme un leader dans ton entourage. Pas tant que ça. Mais pour moi, t'en es un. En effet, c'est difficile à décrire et même à comprendre, mais t'écouter me donne le goût d'agir, de passer à l'action. Merci. Donc, ça fait plaisir, Robert. C'est gentil. Donc, il dit, voici l'exemple d'un impact. J'ai tout dévoilé mes comptes à ma conjointe, ce que je faisais pas avant. C'est un moment fort agréable. Ce fut un moment fort agréable avec elle. Elle a découvert ma passion pour les placements. Si tu as le temps, je te soumets une question. Donc, on y arrive. Merci pour tous les bons mots, Robert. Donc, à la fin du mois de mai, j'ai acheté un FNB à intérêt élevé sur Disnat, soit cash.to. Cash C. La somme est pour mes vacances de septembre 2024. Donc, vous comprenez que Robert m'a écrit en mai 2024 et l'argent était pour septembre, donc mai, juin, juillet, août, donc dans 3 mois à peu près. Il dit qu'il a acheté le FNB Cash à la fin du mois, le 30 avril, au prix de 59,19 par action et il a pris connaissance que le titre était coté à 50 $ le 1er mai. Et il me dit, je sais que tu as utilisé un FNB similaire, donc j'utilisais le même avant, là, cash.to, cash C. Il me demandait, est-ce que tu liquides ce genre d'action-là à tous les fins de mois lorsque les actions sont supérieures à 50 et tu rajoutes le tout au début de chaque mois? Bon samedi à toi. Donc, je dis, salut Robert, tes mots me touchent vraiment, là, merci, je l'ai dit tantôt, là, c'est gentil. En gros, non, je vends jamais cash, je sais pas de timer là, le moment où j'achète ou que je vends cash, c'est juste quand j'ai besoin d'argent que je vais les vendre. Le titre va moduler de quelques cents, là, comme il est écrit de temps en temps, pour que ce soit égal avec le paiement en intérêt. Là. Donc, on pourrait dire le dividende, mais c'est un gain en intérêt. Comme ça, justement, tu n'as pas besoin de timer avec le moment où le fonds te donne ton argent. Le titre va descendre tranquillement, mais en fait, va monter ou descendre selon quand le moment je dis dividende, c'est plus simple qu'à dire gain en intérêt, mais quand le dividende va être payé. Donc, si tu achètes le titre près du moment où le dividende va être payé, ben ton titre va valoir moins cher, puis après que le dividende a été payé, ben il va valoir plus cher. Donc, peu importe le moment dans le mois où tu achètes ce type de FNB-là, théoriquement, tu es supposé d'aller chercher la même valeur. Donc, ça sert à rien, en fait, de vendre ou d'acheter ce type de FNB-là qui protège son capital à des moments précis. Là. Tu fais juste l'acheter puis le vendre quand tu en as besoin ou quand ton argent est disponible. Donc, il n'y a pas de stress. Tu achètes, tu conserves, puis tu vends quand tu en as besoin pour ton projet. Donc, merci Robert pour ta question. Question 2 vient de Marc-André. Il dit, comme parfois tu te permets de sortir des sujets qui sont strictement financiers, comme l'entrepreneuriat avec le 4 Hours Work Week que j'avais résumé il y a un petit bout. Il dit, le sujet dont j'aimerais beaucoup t'entendre est sur ta technique de lecture et de prise de notes. Tu dis toujours que tu n'es pas un expert en finances personnelles, mais tu sembles un expert pour lire des livres et noter l'essentiel de leur contenu. Ça, je te l'accorde. J'aimerais connaître ta méthode. Dans un des épisodes, tu parlais avoir lu 4 livres en vacances. J'aimerais comprendre comment tu fais. Merci, Marc-André. Je disais, salut Marc-André, c'est une question qui est très intéressante. J'y disais que j'allais répondre dans un épisode futur, mais j'avais offert une réponse plus courte. Mais aujourd'hui, je vous offre une réponse un petit peu plus développée. Donc, en gros, j'ai développé ce qu'on appelle une technique de lecture rapide là, quand j'étais à mon post-doctorat en France parce que j'avais des centaines d'articles scientifiques à lire en quelques semaines. Tu peux lire sur ça là, sur Internet, là, c'est quoi la lecture rapide, mais en gros, au lieu de lire chaque mot dans une phrase, tu survoles les lignes. Donc, ça te permet de retenir l'essentiel d'un texte. Là, il existe des tests en ligne, en fait. Là. Tu pourrais te connecter et faire expérimenter une lecture rapide. Donc, tu lis le texte,
le plus vite que tu peux, puis après ça, tu réponds à un questionnaire. Puis je pense que je répondais comme à 84% des bonnes questions. Donc, je lisais, on va dire, 6 fois plus vite, mais je perdais un petit peu de notion. Là. Tu sais, c'était des questions pas si complexes. Si j'avais lu mot par mot, j'aurais eu 100%, mais là, en lisant plus vite, j'allais seulement chercher 84% de réponses. Là. Eux, ils disent environ 80% habituellement, mais ça me prenait beaucoup moins de temps. Donc oui, j'échappe des éléments des fois quand je lis les livres, mais ce que je fais avec les livres des finances, là, tu sais, quand je lis un article scientifique, je lisais vraiment en lecture rapide. Mais quand je lis un livre sur les finances, je lis en lecture rapide parce qu'il y a des choses, là, vous comprendrez après 200-300 livres, là, il y a des choses que je veux dire, quand on parle d'objectifs SMART, quand on parle d'indiciels et tout, là, ça va, là, tu sais, je comprends à peu près où on s'en va. Des fois, je suis surpris puis je ralentis. Donc, quand j'arrive dans des sections, soit qu'il y a un angle différent, je vais ralentir, je vais revenir à ma lecture mot à mot, là, quand même que je lis quand même très vite mot à mot, mais moins rapide que ligne par ligne. Donc, habituellement, le ligne par ligne, là, je vois, je saute du coq à l'âne, là, mais quand j'ai ligne par ligne, c'est que je lis le premier mot de la phrase, je survole et je lis le dernier mot. Et ton cerveau retient ce qu'il y a entre les deux lignes, même si toi, tu n'as pas le sentiment que tu le regardes. C'est bizarre, là, mais ça se fait quand même bien. Fait que ce que je fais dans les livres de finances, quand j'arrive à un bout que je dis, oh, là, on parle d'Objectif SMART, mais d'un angle que j'ai pas vu avant, je vais changer mon style de lecture. Donc, je vais tomber en lecture mot à mot, mais que je lis déjà quand même très vite, là, normalement. Puis quand je tombe dans des sections complètes, l'exemple, on va me parler, mettons, de l'argent puis des enfants. Ben, c'est un sujet que je vois moins souvent, puis j'ai encore des questions, moi, dans ma vie, sur comment fonctionner avec mes filles comme il faut. Fait que quand je tombe dans ces bouts-là, ben là, je vais lire un peu plus, là, on pourrait dire de manière traditionnelle, mais je lis déjà vite de manière traditionnelle. Donc, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Et la lecture rapide permet, là, en gros, comme j'ai dit, là, de passer un peu plus vite là, les livres, mais des fois, je ralentis quand je tombe sur des trucs intéressants. Puis même si j'utilise pas toujours la technique de lecture rapide quand je lis des livres pour le podcast, il faut quand même avouer que de pratiquer pour cette technique-là, donc j'avais pratiqué plusieurs mois avant d'arriver au postdoc, là, donc je m'étais entraîné à faire de la lecture rapide. Il faut quand même avouer que même si je l'utilise pas quand je lis des textes de façon traditionnelle, ça m'aide quand même, ça a vraiment amélioré là, ma vitesse de lecture générale, même si j'ai toujours été un bon lecteur, là, j'ai toujours lu beaucoup là, depuis que je suis jeune. Donc, quand je lis des livres, je ne saute aucun chapitre. Je pense qu'il y a 2, 3 livres là, avec des exceptions que j'ai sauté comme une deuxième partie complète, mais même quand une section ne m'intéresse pas, je la lis, mais en lecture super rapide. Donc là, je vais vraiment lire le premier et dernier mot, là, puis ça passe vite. Pour me dire, au moins, je vais peut-être retenir, là, peut-être pas 84% quand je suis vraiment en mode extrêmement rapide, là, peut-être un 40-50%, mais peut-être qu'au moins, je vais tomber sur une phrase à un moment donné, je vais me dire, oh, il me semble que là, de quoi d'intéressant. Sinon, ce que je fais quand je lis un livre sur les finances en technique rapide, je me mets juste des petites marques pour noter les bouts intéressants. Donc, je lis rapidement, puis quand je me dis, oh, ici, il y a de quoi de bien, je me mets une petite marque, une petite étoile, peu importe, le très pâle, là, parce que souvent, j'emprunte les livres, puis j'efface toutes mes petites étoiles après. Une fois le livre fini, ben, je fais juste relire les marques, puis je note les 5 thèmes qui ressortent. Donc, on va dire, je pars d'un livre de 250 pages, je me laisse peut-être quoi, 25-30 marques dans le livre. Fait que je fais juste resurvoler ces 25-30 30 marques-là après. Puis je me dis, bon, ben après ça, qu'est-ce que je retiens? Avant, j'étais très cartésien. Mes 25-30 marques, je les sortais toutes sur ma fiche de lecture et je les avais toutes détaillées. Là. J'avais les citations de l'auteur. C'était très long. Là. Ça me prenait plus de temps à faire ma fiche de lecture après que de lire le livre, là, honnêtement. Là, depuis que je suis plus restreint dans le temps, je vous dirais c'est le même que je fonctionne. Je les livre une première fois, je me mets une coupe de marques. Je vais voir ces marques-là après, je relis en lecture traditionnelle rapide, là, juste pour me rappeler c'était quoi ces marques-là. Puis après, je me pose devant ma fiche de lecture puis je me dis, OK, c'est quoi les 5 éléments essentiels que je veux partager avec les gens? Puis ça me prend beaucoup moins de temps. Là. Tu sais, avant une fiche de lecture, c'était peut-être 1 heure et demie à faire. Donc, ça me prenait 1 heure et demie lire le livre, 1 heure et demie faire la fiche de lecture. Donc, 3 heures par semaine à peu près. Puis là, maintenant, ben, ça me prend peut-être 1 heure et demie lire le livre, mais ça me prend peut-être 20 minutes, là. Tu sais, 20-30 minutes faire la fiche de lecture, donc j'ai sauvé beaucoup de temps de ce côté-là. Donc, je vous dirais, maintenant, je lis pour moi, mais j'ai aussi en tête, tu sais, mettons, les 110 premiers livres que j'ai lus, j'avais même pas le podcast en tête, là. Donc, tu sais, mais c'était pas 110, là, c'était 70 à peu près. J'avais pas le podcast en tête, là. Donc, je lisais pour moi. Donc, je retenais beaucoup d'informations. Là, maintenant, je lis pour moi parce que ça me tente encore, bien sûr, sinon je le ferais pas. Mais j'ai beaucoup en tête le podcast. Donc, je suis un peu plus efficace dans mon approche là, pour vraiment ressortir ce qui est important, mais aussi ce qui est nouveau.
C'est parce qu'à un moment donné, dire à chaque semaine de se payer en premier, c'est correct, mais j'essaie des fois d'aller vers d'autres choses. Là. Puis j'essaie de retenir des fois encore des petites citations marquantes, mais si vous avez remarqué, là, dans peut-être 50 derniers épisodes, j'ai beaucoup moins de statistiques. C'est plus des thématiques que je ressors du livre plutôt que d'aller vraiment ligne par ligne leur ressortir ce que l'auteur a dit. Là. Donc, c'est beaucoup plus rapide de cette façon-là pour moi. Donc, c'est pas mal ça. Vraiment une question intéressante, Marc-André. Là. J'ai peut-être parlé beaucoup plus que ce que j'avais prévu. C'est pas vraiment la réponse que j'ai donnée à Marc-André. Là. J'étais allé un peu plus loin dans l'épisode d'aujourd'hui, mais c'est vraiment une technique de lecture rapide. Donc, je me suis entraîné peut-être 5 mois avant de partir en postdoc en France pour essayer de lire rapidement, puis ça m'a vraiment aidé. Là. Je veux dire, j'ai fait 3-4 fois plus de choses que je pourrais faire sans la lecture rapide. Maintenant, dans mon travail, j'utilise un mélange de lecture rapide puis d'intelligence artificielle là, pour les articles scientifiques, faire ressortir les mots-clés, les thématiques et tout ça. Je le fais pas avec les livres de finance parce que j'ai essayé l'intelligence artificielle juste pour tester, comparer un peu ma fiche de lecture avec un livre anglophone il y a une couple de mois. Puis honnêtement, l'IA disait n'importe quoi. Ils vont peut-être s'améliorer, mais ils me sortaient des affaires qu'il n'y avait même pas dans le livre. Donc, ça fonctionne vraiment pas en ce moment là, pour les livres de finance. Il faudrait les trouver peut-être puis copier tout le texte, là, mais ça, j'ai pas essayé. Mais fait que c'est pas mal ça. Technique de lecture rapide, Marc-André, ça vaut vraiment la peine là, si tu lis beaucoup dans ton travail ou dans ta vie personnelle un petit peu moins, parce que lire des livres de finance en lecture rapide, si tu fais pas de podcast, ça m'a amené lire, c'est aussi de profiter d'un moment un peu de zénitude, là, calme. Donc, tu sais, toujours lire en lecture rapide, c'est essoufflant, là, parce qu'il faut que tu sois focus. Fait que des fois, tu sais, les 4 livres que j'ai lus là, quand j'étais en vacances, que tu écrivais tantôt, j'étais à Punta Cana avec ma blonde puis des amis, puis j'ai lu beaucoup plus traditionnel, là, parce que j'étais en mode les pieds dans le sable sur la plage. C'est juste que je lisais peut-être 2h30, 3 heures par jour, puis en lecture traditionnelle, c'est bien en masse pour moi là, pour passer un livre. Là, tu sais, je veux dire, je lis vite à la base. Fait que pas mal ça. Une très longue réponse, mais c'est lecture rapide, Marc-André, puis c'est bien plaisant à apprendre. Tu peux être pratiquant en ligne. Marc-André avait une deuxième question. Donc, question numéro 3 pour cet épisode-là. Il m'écrivait « Salut, c'est encore moi. Je t'écris parce que je trouve pas de réponse dans tes épisodes ou sur ta page Facebook sur l'utilisation d'un FNB cash comme compte à intérêt élevé sur... il trouvait pas l'info finalement sur un compte comme cash.to. Là. Il disait qu'il regardait ça, puis la valeur monte tous les mois avant de tomber au début de chaque mois. Donc, pour l'utiliser correctement, il faut vendre toutes les fins de mois puis racheter chaque début de mois. Si on fait pas ça, on reste à la valeur d'achat. Finalement, on fait pas de gain. Je pensais que le concept, c'est une progression linéaire de 5% annuellement et non une question de faire une transaction d'achat puis vente à chaque mois. Donc, il disait, bon, un petit peu l'exemple tantôt là, qu'on a vu, là, en fin du mois, il est 50,03, puis au début du mois, ben il a remonté. J'aurais-tu dû attendre avant d'acheter. Bon, là, j'ai lu rapidement la question de Marc-André parce que je me rends compte qu'elle ressemble à celle de Robert tantôt. Donc, je vous offre quand même ma réponse là, pour rappeler un petit peu. Je vais essayer de nuancer ma réponse, pas me répéter. Mais tu sais, la fluctuation du prix comme un FNB cash.c ou cash.to, là, c'est la même chose, juste que il s'appelait cash.to puis il est rendu caché sur Disney. Mais anyway, c'est justement l'objectif de ça, c'est d'éviter que les gens essaient de timer l'achat ou la vente du FNB. Parce que si le prix ne montait ou ne descendait pas, mais les gens achèteraient toujours une journée avant le dividende. Je dis dividende, vous comprenez comme tantôt, là. Les gens achèteraient une journée avant le dividende, puis ils vendraient après le dividende. Donc, l'objectif, c'est pas ça. C'est pour ça que le prix fluctue en fonction du paiement. Donc, tu peux acheter à tout moment puis juste conserver le FNB. Puis là, je rappelais à Marc-André que le rendement avec cash.caché ou cash.to, ça se fait pas avec un gain en capital. Le titre va toujours pas mal être entre 50 et 50,20 $. Tu sais, quand je me connecte sur mon Titnat, je regarde avant c'était cash, là, c'est rendu ZMMK, mais des fois c'était à moins 0,18, des fois plus 0,7. Le gain se fait avec le paiement d'intérêt. Ben, dans le temps, c'était 4-5%. Là, on est plus à 2,4, 2,5. Donc, je disais qu'à l'époque, là, quand j'ai répondu, le rendement était 4,8%. Donc, si on divisait ce rendement-là par 12, il paye les intérêts chaque mois, le FNB, là, ça donne 0,4% de rendement chaque mois. Donc, à chaque mois, tu recevais 0,4% de gain en intérêt. Là. Donc, mettons que tu avais 1000 $, ben, tu aurais eu dans ton encaisse 4 $ début juillet. Puis 4 $ au début du mois d'août, puis ainsi de suite, ce qui faisait 4,8% de rendement sur 12 mois. Mais l'argent est placé directement dans ton encaisse sur Disney ou un autre compte de courtage. Tu n'as pas à vendre ou acheter des titres à chaque mois. L'argent apparaît dans ton compte. Donc, après 12 mois, si tu n'as rien réinvesti, tu vas avoir reçu 48 $ d'intérêt sur ton 1000 $, ce qui donne 4,8% sans rien acheter ou vendre là, dans les actions. C'est mieux que rien pour un compte d'urgence.
Donc, je dis à Marc-André que j'étais disponible là, s'il y avait plus de questions. Troisième personne aujourd'hui, quatrième question, Mélissa. Mélissa m'écrivait « Bonjour, Monsieur FF, j'ai une petite question. Il semble que ça doit être vraiment simple comme réponse, mais j'arrive pas à figurer. Bref, quand on parle de rendement composé, je comprends très bien comment ça fonctionne. Cependant, j'essaie de comprendre comment ça peut fonctionner dans mon CELI chez Disney. Je fais aucun intérêt, le rendement dans le compte. Si oui, je vois cette information-là nulle part. Elle me dit, je crois que tu as déjà parlé justement de rendement composé, mais encore là, c'est quoi qui est composé? Merci pour ton temps. Je disais, salut Mélissa, j'adore ce genre de questions-là qui semble simple aujourd'hui, mais je me la posais tellement aussi dans mes premières lectures. Là. Tu sais, je lisais sur les actions, puis je me disais, comment qu'on fait de l'argent avec des actions? Comment que le rendement peut être composé si on ne donne pas d'argent? Donc, le principe est le même sur ton CELI Disney, mais ça dépend des produits. Je te compare avec des produits différents, mais avec un même pourcentage de rendement là, pour simplifier le tout. Donc, si tu fais 5% avec un CPG, la première année, tu as 1000 $. La deuxième année, tu as 1050 $. Tu as fait 50 $ de rendement là, avec ton 5%. La troisième année, tu as 1102,50 $. Donc, 52,5 $ provenant du 5%, du 1050. Donc, à chaque année, tu fais un peu plus de rendement. Le CPG n'est pas un bon exemple, là, parce que je pense que le CPG, peut-être que l'argent n'est pas réinvesti. Là, fait que c'est peut-être pas un bon exemple. On va dire que tu as reçu un dividende de 5%, puis que le dividende est réinvesti. Là. Tu sais, le principe est le même, c'est qu'à chaque année, tu reçois plus d'argent, puis cet argent-là, ben, à un moment donné, si tu l'as réinvesti, ben, l'année d'après, tu reçois encore plus d'argent avec le même argent. Donc, c'est ça les rendements composés. Puis c'est clair avec un dividende, parce que l'argent apparaît dans le compte, puis on peut la remettre. Donc, on voit que le rendement est composé. Par contre, si tu fais un gain capital, on va dire que tu as des actions dans ton exemple, dans ta question que tu m'as posée, des actions qui ne donnent pas de dividende. Tu sais, comment que le rendement composé peut avoir lieu? Ben, en gros, à l'an 1, tes actions valent 1000 $. À l'an 2, on va dire qu'elles ont fait 5% de rendement. Mais elles sont rendues à 1050 $. Mais à l'an 3, si la croissance de la compagnie est encore de 5%, ben, tu ne feras pas 50 $ de rendement. Tu ne vas pas prendre 50 $ de rendement en croissance là, en gain capital. Tu vas prendre 52,50 parce que le 5% de croissance se fait à partir du montant de l'an 2. Donc, le principe est le même. C'est juste que la façon que ça va se manifester, c'est différent. Avec un dividende ou des obligations, c'est plus clair parce que l'argent apparaît, elle est réinvestie, puis là, tu reçois encore plus d'argent l'année suivante parce que le dividende est basé sur le montant que tu avais qui était plus élevé à l'an 2 qu'à l'an 1. Mais le principe est le même avec du gain en capital dans des actions qui ne donnent pas de dividendes. C'est juste que tu vois moins l'argent apparaître parce qu'elle est dans le titre. Elle est dans la valeur de l'action. Donc, j'espérais que c'est un petit peu plus clair pour Mélissa, puis je la remercie pour sa question là, qui était très, très pertinente, même si ça paraît simple. Question 5, c'est Danny qui me dit « Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi une transaction d'option? » Parce qu'il voyait dans son compte CELI, son compte de courtage, qu'il pouvait cocher une option « Je veux négocier des options pour les comptes choisis. » Je répondais à Danny, là, comme le dit son image qu'il m'a partagée pour me montrer, une option en bourse, là, c'est un contrat qui va donner à la personne, au propriétaire là, de l'option, le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre une action, un actif financier, là, mais dans ce cas-là, c'est une action, à un prix spécifique ou à une date précise à l'avenir. Donc, quand tu achètes une option, c'est de dire, OK, j'ai une option de vente ou d'achat, là, bref, tu peux avoir les deux, mais tu dis à la personne, je t'achète une option d'acheter ton action à tel prix ou je t'achète une option de vendre ton action à tel prix et vous pouvez vendre des options aux autres personnes aussi. Eux vous payent un frais pour prendre des options. Donc, en gros, il y a deux types principaux d'options. Tu as une option d'achat qu'on appelle call option en anglais. Ça va donner le droit à l'acheteur d'acheter l'actif à un prix qui est déterminé à l'avenir. Donc, si tu achètes une option d'achat de Apple à quelqu'un d'autre, là, je connais pas le prix en ce moment d'Apple, j'ai juste un écran en ce moment. Donc, si tu achètes une option d'achat à quelqu'un d'Apple, tu vas lui donner un petit montant pour le remercier de te permettre et tu vas lui dire, ben, je me donne le droit de t'acheter l'actif à tel prix jusqu'à telle date. Et l'autre option, c'est une option de vente. Donc, ça te donne le droit de vendre cet actif-là à un prix déterminé et une durée déterminée. Donc, les options là, vont souvent être utilisées, c'est vraiment complexe, c'est pas quelque chose que je connais beaucoup, là, mais les options vont souvent être utilisées pour spéculer sur la direction future là, du prix d'une action ou pour protéger des investissements qui existent contre les fluctuations qui vont faire baisser le prix des actions. Donc, en général, l'achat d'options va impliquer le paiement d'une prime, donc on appelle ça le prix de l'option.
c'est le coût pour détenir le droit, là, justement, d'avoir l'option. Donc là, j'essaie de faire une petite métaphore, là. Je suis pas très bon là-dedans, mais avec un resto. Donc, imagine que tu veux réserver une table dans un restaurant qui est très populaire pour un dîner dans 2 semaines. Tu vas payer une petite somme, on va dire, pour réserver cette option-là. Donc, tu te réserves le droit de réserver la table. Donc ça va te donner le droit, mais pas l'obligation de venir à cette date-là, puis de prendre la table. Si tu changes d'avis ou si quelque chose d'autre se passe, donc tu vois des nouvelles que finalement ce resto-là n'est pas tellement bon, ben tu peux simplement ignorer ta réservation et tu vas perdre la petite somme que tu as payée. Donc en bourse, c'est un peu pareil. Tu vas acheter une option qui va donner le droit d'aller au restaurant ou d'acheter l'action, de vendre l'action. Je fais le lien avec le restaurant. Mais tu n'es pas obligé d'acheter ou vendre cette action-là au prix qui aurait été déterminé jusqu'à une date là, qui est déterminée. Donc, tu vas payer une petite somme à la personne pour avoir ce droit-là. Si le prix de l'action monte ou descend comme tu le pensais, ben, tu vas pouvoir utiliser ton option pour faire un bénéfice. Et si ça ne se passe pas comme prévu, ben, tu peux juste laisser ton option expirer et tu vas perdre la petite somme que tu as payée pour avoir l'option. Personnellement, j'utilise pas d'option parce que je tente pas de prédire le marché. Tu peux donc cocher ou non cette case-là, ce que je disais à l'auditeur. Après ça, c'est à lui de voir là, s'il souhaitait vraiment utiliser cette option-là, mais moi, ça fait pas partie de ma stratégie. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore là, aux personnes auditrices pour le soutien. On se voit mardi prochain pour le prochain épisode régulier. Ciao, ciao. Your team just added its 67th AI tool and also your 67th security blind spot. The good news? The Vanta agent works like a GRC engineer in the background, finding every app your team uses, scoring the risk, and drafting fixes for you. Vanta is the platform used by over 16,000 fast-moving companies like Ramp, Cursor, and Harvey, who are shaping the future with AI and staying ahead of AI risk. Get started at Vanta.com.